Salut l'équipe. Après Kyrie Irving, cette semaine, c'est Klay Thompson qui a fait son retour sur les parquets. Ne manque plus donc cette saison que le retour de ce bon vieux Ben Simmons, absent depuis s'être fait virer lamentablement d'un practice en pré-saison. Pas de problème de vaccin pour lui, ni de blessure. Ben Simmons boude seul dans son coin. Et quand un joueur NBA boude, c'est un petit peu comme une TikTokeuse de 23 ans qui ne sait pas lire. C'est compliqué à gérer. Il faut bien dire aussi qu'après l'élimination en play-off face aux Hawks, Ben Simmons en a pris plein la tronche. Pointé du doigt par tout le monde comme un mec de 21 ans, encore en quatrième, l'Australien a pu se sentir trahi par la Sixers Family. Mais comme une ex enfin heureuse loin de toi, les Sixers semblent bien mieux sans leur premier choix de draft 2016. On peut d'ores et déjà dire que Ben Simmons a perdu son bras de fer car en NBA, peu importe les réponses à un problème, celle-là doit toujours venir du terrain. Celui qui ne voulait plus shooter est donc devenu celui qui ne voulait plus jouer. Drôle d'évolution de carrière pour un mec de seulement 25 ans. C'est quoi la suite? Annoncer sa retraite à 26 ans? Évidemment que non, mais les choses doivent changer. Il y a un petit peu comme les défenses NBA quand il est ouvert à 3 points, les Sixers ont laissé Simmons seul, isolé. Alors si Ben Simmons ne manque pas aux Sixers, je suis persuadé quand même qu'il manque à la NBA et de manière beaucoup plus égoïste, il me manque à moi. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le Thursday Show. Cette semaine avec moi un homme qui parle italien, le nouveau spécialiste de la Lega Basketball, Toto Dufan. Comment va Toto Dufan? Ça va super bien, c'est la Lega Serie A, Erwan. Ben voilà, soyons précis, je suis ravi d'être l'homme de l'Italie, un pays que j'adore et un pays que j'ai envie de redécouvrir prochainement. Bon, il y a les États-Unis avant, il y a le Tchad aussi et puis bientôt l'Italie du coup. C'est surtout un pays qui nous propose des belles équipes de basket et des sacrés matchs. À Milan, Bologne, on se régale. Franchement, c'est top. Il n'y en a pas d'autres? Non. S'il y a Trento avec notre ami. Toto Folai. Exactement, il est là, vous l'avez vu, il ne vient plus parler basket, il vient juste maintenant montrer ses nouvelles chaussures chaque semaine. D'ailleurs, sa paire de Travis Scott la semaine dernière vous a rendu fou dans le chat. Steph, cette semaine, tu nous proposes quoi? Là, on est sur une petite Jordan 1 collab avec Union, qui est une marque de streetwear de LA. C'est un magazine. Non, qui est une marque de streetwear Los Angeles, paire très solide. Au niveau du market, on est très haut. Ouais. Mais alors, c'est quoi ton nouveau métier en fait? Parce que là, on a l'impression que le basket ne t'intéresse plus. Tu es déjà un dealer de sneakers pour le. J'ai gagné au loto. J'ai gagné au loto, gros. On va pas mentir aux gens. Tu m'as ramené une nouvelle paire que j'ai commandée aujourd'hui. Hein. Donc la semaine dernière, j'ai eu des paires. Voilà, et cette semaine, j'ai celle-là. Ça voilà. paye, First Team, hein. First Team paye en ce moment. Écoute, il y en a qui font des caves à main. Moi, je fais une cave à chaussures. Il y en a qui mettent de côté. Et puis il y a Erwan à votre aide qui fait de la merde, qui fait n'importe quoi de son argent. J'espère que je ne vivrai pas vieux. Allez, au programme cette semaine, comme d'habitude, des news. Vous allez voir, il y a pas mal de choses dont on va parler. On ira aussi sur un gros débat autour des Philadelphia 76ers. Ils sont dans un virage important cette saison. Il va bien falloir le gérer. On va débattre de ça. On ira aussi sur un focus sur l'ancien numéro 1 de draft, Cade Cunningham, qui a eu un petit peu de mal à rentrer dans sa saison, mais tout semble aller pour le mieux en tout cas. Et les Detroit Pistons commencent à gagner des matchs. Incroyable. On finira évidemment sur le quiz. Le PJ Tucker de la semaine dernière m'est resté là. PJ Brown. J'ai dit PJ Brown. Bon, tu vois, j'y suis pas. Donc je veux avoir ma première victoire sur le quiz cette semaine. Puis c'est pas Steph qui va me battre parce qu'il peut pas tricher le jeudi. Donc en fait. Rendez-vous en fin d'émission, mon gars. J'espère que tu seras un peu meilleur. Voilà, on a fait le tour. On va vous parler, comme d'habitude, avant d'aller sur les news, du programme de la semaine MCS. 2 matchs samedi, 5 matchs dimanche. Maintenant, vous le savez, le week-end 100% basket européen avec MCS Basket by First Team. On va se régaler. Un match turc et un match italien pour samedi. Et regardez dimanche le programme monstrueux qu'on va vous proposer. Un match italien pour commencer avec Milan face à Pesaro. De Carlos Delfino. Ensuite, on aura Manresa face à Gran Canaria. D'un côté, Sylvain Francisco. De l'autre, malheureusement, toujours pas d'endroit BC. Mais ça reste un très bon match de Liga Endesa. Ensuite, on aura Valence-Barça, Real Madrid-Saragosse. On finira avec Anadolu Efes face au Beşiktaş. Steph, c'est un sacré programme de basket européen. Ouais, très bien. Très bon match. Real Madrid-Saragosse, c'est bien. Valence-Barça, c'est bien. Barça qui est dans le dur. Barça qui a perdu sur MCS contre Manresa et qui a perdu contre Milan en Euroleague. Ils sont deux défaites consécutives.
aussi. Quand il manque Brandon Davis, Nicolas Lattès, Dante Exum, l'équipe est un peu bancale. Ouais. Et on va voir en tout cas comment ils vont réagir face à Valence, c'est pas cadeau d'aller jouer à Valence. Non, jamais cadeau. De Louis Laberry. Voilà, donc soyez avec nous ce week-end. Allez vous abonner, prendre sur l'appli MCS Basket. On a fait le tour du basket européen, place au basket américain, la NBA, comme disait Claude Bergeau. Merci. Parce que t'as Georges Didier. Non, Georges Didier. S'il y a bien un mec qui dit pas NBA, c'est bien Georges Didier. Georges, on t'embrasse, on espère que tu vas bien. Nous, tout de suite, on va dans les news. Allez, on attaque tout de suite avec l'info la plus chaude. C'est les Bulls qui recevaient les Nets la nuit dernière. On savait que sur la confrontation générale de cette saison, les Bulls avaient déjà battu 2 fois à Brooklyn. Les Nets sont arrivés revanchards, Thomas, et les Nets ont désossé complètement les Bulls, notamment avec une deuxième mi-temps largement maîtrisée. Oui, absolument. C'était donc le match des 2 premières équipes de la conférence Est. Brooklyn était juste avant ce match à 25-14, alors que Chicago est premier de cette conférence avec un bilan de 27 et 11 victoires avant le match. Donc c'était clairement la grosse affiche. On a pu en parler hier soir dans Clutch avec Rémi. On s'attendait à un gros match. On avait tous plutôt parié sur les Chicago Bulls. On a été très surpris par le trou d'air justement des Bulls à cheval sur le 3e et le 4e quart-temps. Ce qui était important, c'est que James Harden a joué, qui était en game time decision. Kyrie Irving a joué son 2e match de la saison à l'extérieur, et Kevin Durant est toujours sur le terrain et performe toujours. Juste pour vous donner un exemple, ils étaient à 71-71 dans le 3e quart-temps. Et un moment dans le 3e quart-temps et un moment dans le 4e, ils étaient à moins 38, les Bulls. Donc en termes de trou d'air, on ne peut pas faire pire. 38 points d'écart sur 10 minutes de temps de jeu, c'est énorme. Et ça ne ressemble pas à cette équipe qui nous régale depuis le début de la saison. Ouais, il y a eu un trou d'air. Alors il leur manque, ils ont fait jouer Derrick Jones Jr. dans le 5, mais qui a joué qu'une minute, je crois qu'il s'est blessé. Normalement, c'est Javonte Green qui est dans le quai starter, qui s'occupe des tâches obscures à défendre sur les joueurs extérieurs. Il n'était pas là non plus. Donc il y avait un petit manque défensif. Ça s'est ressenti. Bon, KD, comme à l'accoutumée, a été très bon. Voilà, les Bulls qui passent à travers, ou Brooklyn qui est au-dessus. Je vous laisse vous faire les raccourcis nécessaires. Moi, je pense que ça reste la vérité d'un match, que les Bulls font une saison remarquable. Voilà, ça arrive d'avoir un soir sans. Ils ont eu 10-12 minutes d'absence. Et en face, tu le payes, même si tu l'as payé avec Durant Harden, puisque Kyrie Irving fait un petit match. Ouais, 9 points pour lui, on va voir la stat des 3. Mais mine de rien, hier, quand on préparait cette émission ce matin, on s'est posé la question de se dire, même avec Kyrie Irving à 9 points, on en parlait la semaine dernière un petit peu sur le système Nets et qu'est-ce qu'engendrait le retour de Kyrie Irving. On a l'impression que les 3 sur le terrain, t'as pas besoin de mettre beaucoup de choses en place. Ouais, après ils ont une adresse de mutant, ils font 17-32 à 3 points quand même, Brooklyn. Mais ça aide. T'as raison, mais à l'inverse, dans le 5, ils ont 2 mecs inconnus, Sharp et Edwards. Il n'y a pas Aldridge. Il est en forme, Sharp. Oui, il est Sharp. Absolument. T'as des inconnus autour d'eux, donc c'est juste, ça va dans le sens de ce dont on a parlé il y a quelques jours, la semaine dernière. Moi, ma théorie, c'est que s'ils sont tous les 3 sur le terrain, quelle que soit la manière dont ils sont entourés, bon, on préfère quand même que ce soit Aldridge, Blake Griffin, Patty Mills et ainsi de suite, ils vont être difficiles à battre, et ce match va dans ce sens-là. Mais c'est l'impression qu'on a vue l'année dernière sur l'échantillon, le faible échantillon de match qu'on avait eu tous les 3. On était d'accord là-dessus. Maintenant, c'est un match où il n'y a pas de money time. Moi, ce qui m'inquiète avec ces Nets, c'est qu'à un moment donné, pour être champion, il va y avoir des matchs importants, cruciaux, où il va peut-être falloir que ça se joue sur les dernières possessions. Il va peut-être falloir amener un petit peu de coaching. Ouais, mais tu vois, oui. Enfin, là, pour moi, ça reste quand même une victoire référence pour les 3. Tu vas taper les Bulls à Chicago, à l'extérieur. Tu leur mets une points d'écart, mon gars. 38. Et la semaine dernière, on se posait la question qui allait pâtir du retour de Kyrie Irving. Forcément, Patty Mills n'allait pas jouer 30 minutes. Et on retrouve le Patty Mills en sniper en sortie de banc. Il fait 21 pions en 22 minutes. Efficacité absolue. Donc, ça reste quand même une grosse perf. Alors, oui, de toute façon, money time, il y en aura avant la fin de saison. Donc, on verra comment ça va gérer ça. Je pense qu'ils préfèrent mettre 30 pions aux Bulls à Chicago plutôt que de jouer à money time, savoir s'ils sont capables de gagner un match. Et plus impactant quand tu mènes de 38 au United Center. J'ai jamais dit le contraire. Je te dis juste que c'est vrai que cette sensation de dire que les 3, quand ils sont là, de toute façon, t'as pas besoin de t'emmerder à dessiner 60 000 systèmes parce que le talent des 3 suffit. Maintenant, la question, mais c'est la question qu'on se pose cette semaine et on n'aura que les réponses pendant les playoffs, c'est est-ce que ça peut suffire? On a cette déclat de James Harden qui dit c'est de la folie depuis que je suis là, avec beaucoup de hauts et de bas. La saison dernière, on a joué que 15 matchs ensemble. Cette année, seulement 2. On n'a pas eu une vraie saison pour voir à quel point on peut être bon. On travaille là-dessus. Donc même eux, finalement, ils n'ont pas de réponse. Donc c'est pas nous qui allons en amener une. Donc l'occasion est rêvée pour passer à la news d'après. Justement, on va parler d'une équipe où là, ça va un petit peu plus mal, même si ils ont enchaîné 3 victoires depuis que Jason Tatum a rencontré
rencontrer Jaylen Brown. On a vu cette déclaration cette semaine où Jason Tatum nous a dit qu'il avait discuté avec Jaylen Brown et que les deux étaient plutôt d'accord sur le projet commun chez les Celtics de se dire qu'on vit dans un monde avec nos téléphones, quand on est au courant de tous les débats, donc on est au courant de tous les débats autour de nous, on a discuté, on veut tous les deux être ici et trouver des solutions. C'est quoi, Steph, ce genre de déclaration? C'est un petit peu pour calmer ce qui se passe dans la presse ou... Oui, après, ce sont deux leaders d'une équipe qui va mal. Donc, à un moment donné, écoute, on discute. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour justement relever la tête et ne pas être 10e? Parce que là, ils sont qualifiés ric-rac pour un play-in, pour une équipe qui se connaît quasiment par cœur et où il n'y a pas eu de gros bouleversements à l'intersaison avec un nouveau coach. Un changement de coach, oui. Mais Udoka, il est bien gentil. Il reprend une équipe qui avait quand même une belle connaissance de jeu et qui a 1 an et demi, qui était pas loin d'être en finale de la conférence Est. Donc, Udoka aussi, on peut éventuellement regarder du côté du coach. J'entends des bruits dire il faut splitter les deux. Pour moi, ça serait une énorme erreur de casser le duo Brown-Tatum. Tu as quand même 2 énormes joueurs qui sont à 24 ou 25 pions de moyenne les deux. Pour moi, il faut plus se poser des questions sur comment mieux les entourer. À commencer par Al Horford, qui, son retour pour l'instant n'est pas concluant. Je pense que mettez le rameneur de jeu. Pour moi, c'est ça le premier chantier. Mais c'est allez voir, c'est la vidéo qu'on a fait sur YouTube il y a une semaine, 10 jours de ça, où on parlait justement de est-ce qu'on doit garder les deux, comment on les entoure. Moi, j'étais plus d'accord de cette. Fait péter Marcus Smart pour. Moi, je pense aussi. Alors, c'est le cœur, c'est l'âme de cette équipe, c'est un peu le chouchou. Mais je pense qu'ils ont besoin d'un mec un peu plus gestionnaire autour. Quand tu as 2 mecs comme ça. Là, on voit hier soir encore leur production, les deux à plus de 33 points au plus sur la saison. Je trouve qu'ils ont discuté, ils ont dit gros, on fait 11 sur 19 au tir. Ce serait d'accord. Avec Thomas, on l'avait fait une fois, ça n'avait pas marché. Malheureusement. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, je suis d'accord avec toi, il faut d'abord les entourer avant de se dire s'il faut splitter l'un ou l'autre. Moi, le problème aujourd'hui, c'est plus le casting cast, comment ils sont entourés autour, que savoir s'il faut splitter les deux. Sachant qu'ils ont coupé Jabari Parker et qu'il y a un spot de libre, il n'a toujours pas été remplacé, donc ça devrait, je pense, vraisemblablement bouger avant la trade deadline pour les Celtics. Ça va être intéressant. Pour l'instant, tu le disais, les Celtics, Tom, ils sont à peine en play-in. On est quand même un peu loin des ambitions espérées en début de saison. Ils ont eu beaucoup d'absences et tout. On est loin. C'est pas les seuls. Non, c'est clair. Mais bon, tant mieux s'ils ont discuté, si tout va mieux. Une bonne discussion, parfois, ça fait du bien. C'est vrai. Une belle côte de bœuf en tête à tête. À chaque. C'est Polo qui m'a dit, ils ont été vus. Polo qui était à chaque. Polo Cassili casse-bonbon avec ce chaque. Chaque fois qu'on va dans un endroit, est-ce qu'il y a un chaque? Il regarde son appli. C'est incroyable. Quand Polo va chez chaque, t'as l'impression qu'il va dans un étoilé. Il arrive, il met un costume. Il se parfume et tout. Mon frère, c'est un chac. J'adore quand on taille des mecs, ils ont pas le droit de Ils n'ont pas le droit de répondre. Terrible. Allez, il est là, le Pollux. Allez, on enchaîne avec une 3e news et là, on va le faire kiffer. C'est les Grizzlies qui enchaînent une 10e victoire d'affilée, record de franchise. Ja Morant, il est vraiment en train de d'écrire une nouvelle histoire là-bas, Steph. Ouais, c'est magnifique. On les attendait au tournant parce qu'ils avaient un calendrier compliqué. Et ils ont encore un calendrier compliqué d'ailleurs au mois de janvier. Le gros test face aux Warriors. On s'aperçoit que c'est une équipe qui est un petit peu euphorique malgré tout, bien sûr, qui surfe sur une dynamique qui est fantastique. Tout le monde performe. Je ne dis pas surperforme parce que Ja Morant pour moi n'est pas en train de surperformer. Il joue au niveau auquel on l'attend et au niveau de ses déclats, puisque l'année dernière il avait déclaré qu'il était top 5 meneur NBA. Donc il est là, ils assument. C'est une équipe qui malgré tout a très peu de déchets. C'est pas une équipe qui prend énormément de tirs à 3 points. On est un petit peu en dehors de cette mode du tir à 3 points. Ils ont la meilleure adresse à 2 points. Beaucoup d'alternance. C'est la meilleure équipe au rebond off avec notamment Steven Adams, Tonton Adams qui a 4 ou 5 rebonds offensifs de moyenne. Ils font beaucoup d'interceptions, donc ils ont beaucoup de possessions et ils rentabilisent les possessions. Et puis notre ami Taylor Jenkins, mec, il fait progresser des mecs. Donc Jaren Jackson, il est bon. Brandon Clark, il progresse. Donc tu as un coach qui fait progresser les joueurs aussi. C'est ce qu'on disait, Tom. L'invention de joueurs aussi. Ouais, c'est ça. De toute façon, il y a 2 choses à mettre en avant dans cette saison. Et 3 si on met Ja Morant qui devrait être peut-être dans le 5 de All-Star Game, dans All-Star Game sûr. C'est le changement d'identité entre le début de saison et depuis qu'ils sont mis à gagner. C'est-à-dire que c'était l'équipe minable en défense. C'est devenu une des meilleures équipes défensives. Défense sur la série de 10 absolument. victoires. Ouais. Et depuis que Ja Morant s'est blessé, tout le monde a réussi à s'éclater. Pourtant, Dylan Brooks a lui aussi raté des matchs. Parmi les inventions de joueurs, comme vous le disiez, c'est Desmond Bane qui nous régale complètement. En plus, t'as 2 Français. Il y a beaucoup de joueurs qui ont fait des cursus complets 4 ans, voire 3 ans. Et donc, des gars qui arrivent et qui se prennent pas pour des autres, qui sont allés gagner leur place et qui comprennent le rôle qu'il faut avoir autour d'une superstar comme Ja Morant. Donc franchement, non, c'est un effectif qui tourne très très bien. Ils sont clairement euphoriques. De toute façon, quand tu gagnes 10 matchs d'affilée, record de franchise, tu l'es.
Maintenant, j'ai envie de savoir jusqu'où ça va continuer. Mais ce qui est bien pour eux, c'est qu'il y a un énorme gap entre eux 4e et la 5e place. Je crois qu'il y a 6 ou 7 matchs d'avance et ils sont en train de consolider leur avantage du terrain pour le premier tour des playoffs. Il y a des role-players qui rentrent, des mecs pas connus. Conchar, il rentre, il est performant. Le rookie hier, Williams, il était très bon sur cette période-là. Donc, tu vois, la confiance d'un mec, de Ja Morant, parce que c'est quand même ce mec-là qui les porte, rejaillit sur tout le monde. Ça veut dire que Ja Morant, en plus d'être un formidable joueur, est un formidable leader. C'est ça, si jeune en plus. Moi, c'est ce qui me fait kiffer. Devin Booker, on a attendu 4, 5, 6 ans pour qu'il fasse ça. Et il a fallu que Chris Paul arrive. Lui, il a besoin, j'allais dire de personne. Non, parce qu'on va parler de l'organisation. Il y a du monde et l'organisation, tu le disais, Tom, on va rien insister là-dessus. La draft côté Grizzlies, ils ont drafté des joueurs pas forcément toujours très hauts, mais des mecs avec des cursus complets ou quasi complets. Et donc, il y a des mecs, c'est des adultes qui arrivent dans la ligue et t'as pas que des gamins de 18-19 ans qui sont déjà pleins de rêves avec des déclarations un peu folklore. Là, t'as des mecs qui ont fait des cursus universitaire un peu complet et ça redonne un petit peu de crédit à la formation universitaire. En tout cas, on kiffe cette équipe. J'allais vous dire c'est quoi son plafond. Aujourd'hui, on n'a pas envie d'y répondre. Est-ce qu'ils peuvent aller plus haut que cette génération de Grizzlies qui a dominé la conférence avec un style de jeu tellement différent. Exactement, aux antipodes de ce qu'on a connu avec Mike Conley, Marc Gasol et on leur souhaite de découvrir les un jour. On leur souhaite d'une fois d'aller en finale de conf et après on verra. S'ils font mieux, c'est finale NBA. C'est finale NBA. Après, grosse cote quand même. Après, il y a toujours ces gens qui disent oui, ça va manquer d'expérience, certes, mais est-ce que sur le manque d'expérience, mais sur l'euphorie, la jeunesse, l'excitation, on n'y est pas. L'Ouest, c'est quand même la jungle. C'est difficile d'imaginer l'équipe. L'année dernière, t'as Phoenix qui se retrouve en finale et qui reste une énorme surprise. Oui, mais t'as Chris Paul qui a connu des playoffs, t'as Devin Booker qui a quand même. C'est pas du tout la même. Vous avez raison. L'année dernière, Phoenix au début des playoffs, qui aurait dit qu'ils aillent en finale? Au début des playoffs. Moi, je mettrais pas d'oseille là-dessus. Non, mais par contre, un parallèle qui est bon, les Hawks aussi. Pour moi, c'est ce qu'ont fait les Hawks l'année dernière, c'est très improbable à l'Ouest. Vraiment très improbable. C'est pas les mêmes équipes, c'est pas les mêmes. Aujourd'hui, j'ai du mal. Les mêmes expériences. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, avec les Grizzlies, j'ai du mal à leur mettre un plafond aujourd'hui. Et j'ai même pas envie de leur en mettre. Il n'empêche, ça reste une news. Allez voir, on a fait lundi dernier une vidéo tout autour justement de ces Grizzlies et de Ja Morant. Allez sur YouTube si vous voulez avoir un débat un petit peu plus long. La 4e news, Steph, il est de retour à Los Angeles. C'est Sekou Doumbouya qui avait été coupé il y a 2 mois, blessé au pied. Il fallait 2 mois pour qu'il se soigne. 2 mois plus tard, le revoilà aux Lakers. On se souvient, on avait eu quelques infos comme quoi les Lakers le voulaient vraiment. Et la preuve en est que... Ça change tout là. Ils redeviennent favoris pour le titre de champion NBA. Non, n'importe quoi. En tout cas, quand on te coupe parce que t'es blessé, on revient le chercher 2 mois après quand t'es apte, c'est quand même signe qu'on aime bien le profil. Ah mais moi je pense que les Lakers ont vu quelque chose en lui. Ils ont vu quelque chose en lui et effectivement Sekou Doumbouya ne va pas tout changer sur les problèmes du moment aux Lakers. Tu as raison, mais il n'empêche que c'est une bonne nouvelle pour Sekou. On pouvait se poser la question après son mois et demi, 2 mois de convalescence, s'il allait retrouver une organisation dans laquelle il allait pouvoir tenter de jouer. On se rappelle qu'il fait partie il est dans le top 10 des meilleurs marqueurs des Lakers sur la saison, donc c'est complètement improbable. On l'a vu faire quelques bonnes perfs quand il a eu du temps de jeu. Moi je suis content pour Sekou, j'ai envie de le voir maintenant sur le terrain. C'est plus du prisme de Sekou, de Steph, que je disais ça. Le problème des Lakers, on en parlera d'ailleurs peut-être la semaine prochaine, il est monumental évidemment, et c'est pas Sekou qui revient de blessure qui va tout changer, mais du prisme franco-français et de Sekou, on est content de le revoir. Oui, on est content. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de dire que pour l'instant Sekou Doumbouya c'est un flop? Oui, pour l'instant. T'as le droit de le dire. Voilà. Donc personne n'a le droit de le dire. Maintenant j'attends de voir. Donc c'est cool d'avoir un autre Français en NBA. Maintenant j'attends de voir. C'est cool Doumbouya. C'est cool Doumbouya. Maintenant j'attends de voir son évolution. On attend tous de voir ses coups sur un terrain et de voir son évolution. Son prochaine évolution, ça sera la table de billard. C'est Damien Lillard, absent de 6 à 8 semaines, qui va passer sur le bloc opératoire. C'est quand même une drôle de saison pour notre ami Damien Lillard. Et c'est pas le professeur Strauss qui va l'opérer. Et de manière générale, c'est une drôle de saison pour les Portland Trail Blazers. On parlait d'un virage. Tout à l'heure, on va parler d'un virage pour les Sixers. Est-ce que les Portland Trail Blazers ne sont pas dans un virage Je pense qu'ils font une croix sur la saison. On parle de 6 à 8 semaines. Donc c'est 6 à 8 semaines pour Damien Lillard. Si Portland dégringole. Je vois pas comment ils pourraient. Faire une Simone, c'est très bon. Mais il n'y a pas CJ McCollum, il n'y a pas Damien Lillard. Tu me diras, ils ont battu les Lakers. Mais qui ne bat pas les Lakers? Brooklyn. Oui, back-to-back, ils ont traversé le pays, mon frère. Ouais. Donc on trouve des excuses. Non, c'est un contexte. Je resitue le contexte. D'accord. Je resitue le contexte. Vous vous rappelez que notre équipe de France s'est fait taper par les Argentins en demi-finale de la Coupe du Monde parce qu'ils ont traversé toute la Chine pour arriver et on peut imaginer que ça joue. Et t'as des mecs qui jouent à NBA qui ont l'habitude et qui ont dit franchement le trip il était abusé. Donc on a le droit aussi de dire ça. Mais c'est pas un bravo à Portland, mais il n'empêche la saison pour l'instant elle est dramatique. Honnêtement, la gestion Lillard, même lui, alors qu'il n'était pas blessé, c'est pas le bilan, il est loin d'être incroyable.
je sais pas On est sur une de fin de mettre un cycle, fait. hein, on est sur une fin de cycle, on est d'accord. On est sur une fin de cycle. À voir, en tout cas, Lillard. On va reparler peut-être d'ailleurs de Damien Lillard. On est sur une fin de puisqu'on- saison, je pense déjà. Possible. À voir. Possible. McCollum, pneumothorax, pas de news. Toujours out. En tout cas, son frère a été élu joueur de la semaine en Eurocup. Eric McCollum, formidable score. Voilà, là, t'es là. Ça, c'est mon Steph basket européen. MCS Basket. Allez, vous abonnez, les frères. Donc voilà, on a fini. C'était la dernière news avec Damien Lillard. Et Damien Lillard, on risque d'en reparler dans le débat avec les Sixers. Pourquoi ? Parce que forcément, on va parler de trade. Le débat sur les Sixers, que doivent-ils faire autour de Joel Embiid ? Évidemment, les Sixers ont eu la très bonne idée de perdre hier soir face à Charlotte, alors qu'on avait décidé de faire un débat sur les Sixers, pardon. Il n'empêche, les Sixers sont plutôt dans une bonne période avec un Joel Embiid de feu. On a un petit tableau pour illustrer ça. Voilà, 7-1 sur les 8 derniers matchs, deuxième de NBA, une deuxième attaque forcément avec Embiid qui cartonne et la 6e défense de NBA. Messieurs, j'ai envie de vous dire déjà avant qu'on rentre dans les détails, comment vous la trouvez cette équipe-là des Sixers depuis que Joel Embiid comme ça est bien? On a l'impression qu'elle a quand même trouvé une forme de stabilité. Ouais, moi je la trouve plutôt bien. C'était difficile à prévoir en début de saison à partir du moment où Ben Simmons ne jouait pas. On aurait pu prédire que ce soit très compliqué, mais en fait c'est une équipe qui se connaît bien. Honnêtement, il y a un vécu collectif évident. Joel Embiid est très fort niveau MVP quand il peut jouer. L'année dernière, c'était déjà le cas. On se souvient qu'il se tirait la bourre avec Jokic pour le trophée en fin de saison. Donc, autour de leur leader, avec Doc Rivers qui arrive à trouver des solutions malgré tous les problèmes d'absence, entre autres, eh bien, c'est une équipe cohérente. Et la cohérence dans la conférence Est, bon, dans NBA en général, ça te permet de gagner des matchs. En plus, t'es une superstar, donc tu gagnes beaucoup de matchs et t'es en playoff. Moi j'aime bien. Je les ai vus jouer pas mal de fois. J'aime bien ce qu'ils proposent. J'aime bien comment c'est articulé autour de Joel Embiid. On a enfin compris que c'était. Enfin, on a enfin compris. Je pense qu'il l'avait déjà compris, mais Joel Embiid a surtout compris que c'était à lui de step up pour faire monter cette équipe-là. On va sûrement parler de rumeurs de trade. Je suis pas convaincu pour l'instant qu'il fasse, enfin, avec Ben Simmons, mais on va essayer de. Vous allez inclure d'autres joueurs, mais je suis pas convaincu que, mis à part Ben Simmons. Enfin, moi, je suis pas sûr qu'il y ait d'autres joueurs. Hein. C'est Daryl Morey. Hein. Ouais. Après, j'aimerais bien avoir son poste. Hein, mais... Moi, j'aime bien l'explosion de Tyrese Maxey, qui est très bon. Tyrese. J'aime bien ce que font les Sixers avec mon ami Falas George Niang. Il me régale en bout de chaîne, gros, il met dedans. Korkmaz, de temps en temps, il a des bonnes soirées. En backup, ils ont le petit Shake Milton qui sait où se trouve le panier, il met des points. Andre Drummond fait sa saison. Dédé Drummond, il est capable de prendre 15 rebonds. Pivot de la ligue. 15 rebonds, il est capable de faire 15 rebonds en 12 minutes. Écoute, moi j'aime bien, et malgré tout, il y a beaucoup de gens qui sont durs avec lui. J'aime bien Tobias Harris. On ira Alors, dans on quelques va y instants. revenir. J'aimerais bien qu'on s'arrête un petit peu sur Joel Embiid parce qu'aujourd'hui, cette équipe-là, elle est en train de monter clairement en régime. Elle remonte dans le classement de la conférence Est parce qu'un homme est en train de ruiner la ligue. C'est Joel Embiid, deuxième au titre d'MVP la saison dernière. On a l'impression que c'est comme les albums de Patrick Bruel, c'est la saison de la maturité pour Joel Embiid. Et souvent, Doc Rivers est décrié à juste titre en playoff. C'est quand même Chokman et il n'y a aucun doute. Moi, ce que je vois, c'est que depuis qu'il est arrivé, Joel Embiid donne la pleine mesure de son talent. Et pourtant, combien de fois on a dit qu'il s'égare, il s'éparpille, il pense plutôt à Rihanna ou aux meufs dans Courtside. Ça fait longtemps, ça. Ouais, mais il y a tout un truc. Toi les aussi, blessures en playoff. Toi aussi, tu penses à Rihanna. Ah, je pense souvent à Rihanna. J'aime beaucoup Rihanna, c'est la famille. Mais il s'éparpille, Joel Embiid. En playoff, il y a toujours ces histoires de blessures, pas 100%, malade et tout. Bref, il rend ouf. Moi, je vois que depuis que Doc Rivers est là, en saison régulière, il performe et il est à un niveau de MVP. C'est le niveau auquel on l'attend depuis plusieurs années. Donc, ce que je vois, c'est qu'il y a une vraie relation avec son coach et qu'aujourd'hui, il est fantastique, il crée même des trucs. En fait, avec Jokic, c'est des pivots, mais ils font tellement d'autres choses. Je le vois dribbler, driver, faire des fadeaways, dribble croisé. Enfin, il fait des trucs de ouf. Et moi, je le trouve plus juste sur ses lectures de jeu, savoir quand poster, les analyses, les lectures de jeu, quand il est doublé, il est quasiment à 5 passes décisives de moyenne, donc là aussi, il y a un axe de progression là-dessus. Dans les money time, il met des gros paniers. Rappelez-vous ce match contre Brooklyn, là, où à la fin, il chambre, il dit rentrez chez vous, rentrez à la maison. C'est vrai qu'il a mis beaucoup de tirs à mi-distance pour gagner des matchs. Moi, je le trouve en progrès même, en progrès. Alors c'est compliqué de voir des progrès chez un mutant comme ça. Non, mais il y en a clairement. Mais moi je le trouve en progrès et je trouve que Doc Rivers, il y a une vraie relation entre les deux qui est intéressante. Justement, j'aimerais qu'on voit justement autour de Joel Embiid le 5 titulaire pour l'instant de cette équipe-là. Pendant qu'on peut, t'inquiète pas, en régie, on va trouver ce qu'il faut. Et justement, je voudrais qu'on analyse ce 5 majeur et qu'on voit finalement qu'est-ce qu'on peut améliorer dans cette équipe. On voit que Tyrese Maxey est le meilleur titulaire, on voit les backups aussi.
Seth Curry, Danny Green, on est quand même un peu court vêtu sur le poste 3, on va y revenir, Tobias Harris, on va évidemment y revenir, et donc Joel Embiid avec son backup André Drummond, sachant que Charles Bassey, il n'existe pas trop dans la rotation. Danny Green hier était sur le banc, Mathis Tibul était dans le sac majeur. Très bien. Cette équipe-là, elle fonctionne. Maintenant, on a l'impression qu'avec le niveau de Joel Embiid, on vient d'en parler, t'as un mec comme Ben Simmons qui ne joue pas, qui est là, qui a encore une valeur. Est-ce qu'on doit vraiment bouger, Thomas? Bah évidemment. Alors là, moi, quelqu'un qui jette, que tu me dis, quelqu'un me donne une raison pour non, t'as quand même le deuxième meilleur joueur de l'équipe. Et quand je dis deuxième meilleur joueur, c'est le star en puissance. On connaît toutes les qualités, évidemment les défauts, certains défauts de Ben Simmons, mais c'est un joueur, un des tout meilleurs joueurs de la ligue, qui a le plus d'impact sur un terrain de basket. Le gars ne joue pas. Mais gros, on va pas attendre 1500 ans que le gars soit assis là, plutôt que d'essayer de le transférer pour renforcer l'équipe sur des besoins qui nous paraissent clairs depuis très longtemps d'ailleurs, depuis que Ben Simmons est là. Il leur faut un foutu meneur de jeu. Il leur faut un meneur de jeu. On a un tableau, je crois, sur Ben Simmons, sur la saison de Ben Simmons, que j'aimerais bien que tu prennes. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous poser une question. Quelle est la valeur Est-ce que le fait qu'il n'ait pas joué, Ben Simmons a énormément perdu en valeur marchande? Je crois pas, parce que on l'a bien vu avec Kyrie Irving qui n'a pas joué pendant 8 mois. La valeur marchande de Kyrie a toujours été très haute. Ben Simmons, les équipes savent de quoi il est capable. C'est pas 6-7 mois sans jouer que Ben Simmons il va être échangé contre le palefrenier d'une autre équipe NBA. Mais c'est fou. Toi, tu dis qu'il faut qu'il bouge ou qu'il bouge pas du coup? Non, qu'il bouge que sur Ben Simmons. Quelle est la valeur? D'accord. Parce que la première question c'était est-ce qu'il faut qu'il bouge? Moi, quand je vois ce type de mec là, qui avec une valeur marchande qui roupige exactement. En plus, il dort sur un matelas Simmons en plus. Tu connais pas la marque Simmons? Je suis pas encore dans les matelas. Tu connais les chaussures Ben Simmons? Non, pas du tout. Oui, bien sûr. Mais on est quand même en train de se dire que les Sixers sont très bons dans la conférence Est et il leur manque un joueur qui mettez le classement qu'il veut, un top 10, top 15 ou top 20 NBA. C'est quand même ouf la saison qu'est en train de faire Philly, alors que Ben Simmons ne joue pas. Le but de Philly, c'est d'être bon dans la conférence Est ou d'être bon en playoff et d'aller loin. C'est ça le souci, les gars. Le fait que Ben Simmons ne joue pas depuis le début de saison, sa valeur marchande, elle a pas baissé. Elle n'a pas baissé. Le problème de Ben Simmons, c'est que les autres franchises qui sont vraiment intéressées par son profil n'ont pas forcément les assets que désirent Daryl Morey et les Sixers. Il est plutôt là le problème. Tu vois, c'est plutôt qu'est-ce que vaut Ben Simmons? Beaucoup, mais beaucoup ça veut rien dire comme ça. Proposez-moi quelque chose, et pour l'instant il n'y a rien qui a séduit les Sixers. Il est plutôt là le problème. Ouais, alors on sait qu'ils sont très, certains disent gourmands, quoi, exigeants, j'ai envie de dire. C'est normal. Mais je te dis la qualité du joueur. Je te dis pas que c'est pas normal. Je te dis qu'ils sont en tout cas très exigeants, le staff des Sixers avec Daryl Morey notamment. Ils ont des conditions pour transférer Ben Simmons. On a vu cette semaine des rumeurs de trade passées, notamment. Donc on va voir d'abord les conditions de trade de Ben Simmons. Ce qu'ils veulent, c'est un joueur du top 25. Ceux qui ne veulent pas, c'est un ailier fort type Sabonis, Collins, Barnes. Donc du coup, il y a John Collins à l'intérieur. Et c'est vrai que la première rumeur cette semaine, ça a été avec les Atlanta Hawks. Et finalement, cette rumeur a été démentie par les Sixers. Mais on peut quand même jeter un coup d'œil. J'aimerais avoir votre avis quand même sur ce package qui aurait pu être amené entre les Hawks et les Sixers. Il y avait dedans John Collins et Cam Reddish. Moi, toi, Tom, t'étais plutôt emballé. Moi, j'aime beaucoup l'idée parce que moi, ce que j'imagine dans tout ça, c'est non seulement de transférer Ben Simmons, donc d'avoir quelqu'un qui puisse jouer autour de Joel Embiid, et en Cam Reddish, qui est pour moi un vrai potentiel, qui ne sera pas signé a priori par les Hawks, eh bien tu as quelqu'un d'autre sur les ailes. Ils ont du matos, hein, mais ça fait un asset de plus, c'est John Collins. Pour moi, peut faire la maille autour de Joel Embiid. Je ne vous dis pas que c'est parfait, mais il n'empêche que c'est intéressant. Et si Tobias Harris n'est pas dans ce trade-là, pour moi, Tobias Harris, et on en parlera après, servira dans un deuxième temps pour aller chercher ce foutu meneur. Donc du coup, tu as remplacé en amont le départ de Tobias Harris, qui joue poste 4 aujourd'hui, par John Collins. Donc voilà en quoi ça me séduisait. Aujourd'hui, Daryl Morey a clairement dit ça m'intéresse pas. Sachant que s'il se passe ça, il y aura une troisième équipe impliquée. Évidemment. Steph, toi, qu'est-ce que tu penses de cette... qu'est-ce que tu pensais, du coup, faut en parler au passé, puisque les Sixers ont dit que ça les intéressait pas. Qu'est-ce que tu pensais de ce trade? Je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, je veux pas que Tobias Harris parte des Sixers. Tobias Harris, malgré tout, sa saison, c'est 19 points, 7 rebonds. 17 points. C'est moins qu'avant. Il a 17. T'es sûr? Je suis sûr et certain. T'es sûr? Il n'est pas à 18-6 ou 18-7 plutôt? Il est à 17 et quelques, qui fait une saison morose. Et quand je dis morose, c'est parce que je respecte le joueur qui m'a montré. Morose, rappelez-vous quand même la période où Joel Embiid est absent cette saison. Regarde la séquence où Tobias Harris prend la responsabilité offensive quand Joel Embiid n'est pas là. Il est quand même énorme. Alors il a 18-4. Merci.
la tête. Merci, gros. Puisqu'on est sur Tobias Harris, avant d'aller sur les autres propositions de trade, restons sur Tobias Harris, ça sert à rien de dire, on va y parler après, après c'est le quiz, donc est-ce que... Il y a quelques Lingam quand même avant. Moi je suis très partagé sur le cas de Tobias Harris. Vous allez me dire que John Collins est un meilleur joueur que Tobias Harris? Je dis pas ça. Moi je préfère. Le truc, Dis-moi pourquoi tu préfères. parce que je préfère toujours un joueur qui va avoir des très hauts, mais qui peut aussi avoir des très bas, mais qui peut amener un supplément d'âme, comme John Collins a amené lors du dernier run de playoff, plutôt qu'un mec comme Tobias Harris. Tobias Harris, il peut pas aller très haut? Non. Je finis. Il peut pas faire des soirs à 30 ou 35? Je finis. Oh, comment, je man. finis. Il est trop linéaire. Pour moi, sors-moi son dernier match à 35 dans un gros match. Attends, donc toi tu préfères un mec qui est capable de mettre 35 et les deux matchs d'après mettre 8 plutôt que Tobias Harris qui est entre 15 et 25 en Mais permanence? c'est une vraie question. Autour de Joel Embiid, oui. Bah, vous êtes fous. C'est une Moi, question moi, qu'on a moi, toujours, moi, je sais que j'ai Joel Embiid qui va faire 30 minimum à chaque match, 30 et 10. Si je sais que j'ai un autre mec qui est entre 15 et 22 à chaque match, moi je me frise des moustaches. Steph, là on a une lecture mathématique des choses. Il y a aussi l'aspect visuel. Je trouve que des fois Tobias Harris, Mais il va la maillotche, gros, il a 7 rebonds et demi, il fait des passes. Mais gros, mec. je trouve, et pour avoir Doc regardé, Rivers, c'est son coach. pour avoir regardé le run de playoff, je me dis que, je sais pas, je trouve que des fois il est capable de faire 20 et 10 sans avoir d'impact, et ça me gêne. Moi, je vais vous dire un truc sur Tobias c'est pas une Harris. qualité, ça? Tobias Harris, moi, j'ai un gros problème Je avec sais lui. pas. C'est que Peut-être. Philadelphie est amené à jouer des grands jeux de playoff, finale de conf, finale NBA autour de Joel Embiid. Je suis sûr maintenant, parce que ça fait longtemps qu'on le connaît et qu'on l'aime bien à un moment donné aux Clippers, il n'est pas le être All-Star, il y a une vibe. Ce Mais c'est mec-là, un super vu joueur. le contrat qu'il a, et vu la production qu'il a, l'année dernière il était bon, il a même été plutôt bon en playoff, il est à 25 et 10 contre Philly quand ils se font booster, c'est pas lui qui a changé la vapeur, donc qui a pas changé le momentum de son équipe. Donc en ça, pour moi c'est un problème. Ton numéro 2, avec ce salaire-là, il doit être plus fort que Tobias Harris. Mais normalement, il est numéro 3, Tobias Harris, puisque ben Ben ouais, Simmons ben n'est pas là. et ben Si tu traites Ben Simmons, tu récupères un numéro 2 et Tobias Harris redevient numéro 3. Et c'est exceptionnel. Tobias Harris, pour moi, déjà, il a un gros problème. Autour de Joel Embiid, j'aimerais bien que le poste 4 soit un très très fort shooter, ce qui n'est pas le cas de Tobias Harris, soit quelqu'un qui fait autre chose. Il est meilleur Par shooter exemple, que John Collins par contre. bah pas sur les stats, mon grand. John parce qu'il a Collins, 40%, il a 40%, il a il en prend 40% trois, il en depuis prend 2 trois ans. par John match. Collins, il a Oui, énormément d'accord, mais progressé. avec quel volume? 1 sur 3. Non, moi je te dis qu'il est. Pour moi, il est meilleur intrinsèquement, oui, mais Tobias Harris est John un meilleur Collins shooter. a une qualité que n'a pas du tout Tobias Harris. C'est que d'avoir deux- la tête aussi au lustre. Oui, mais parce que il va être agressif off-ball. Tobias Harris off-ball, frère, tu me mets moi, c'est pareil. Il est dans le corner, il offre pas un spacing de ouf parce que son défenseur donne beaucoup d'aide et parce que c'est pas un shooter élite. Donc soit t'as un shooter élite qui reste dans la balle au loin, il y a pas de souci, soit t'as quelqu'un d'autre qui est capable de faire autre chose. Donc ça veut dire couper, se montrer, aller au rebond offensif. Et là, ça va être plus intéressant. Il n'empêche, je vais aller un petit peu dans le sens de Steph, où on veut pas bouger Tobias Harris pour les raisons que tu vas évoquer. Après, il y a aussi le fait de... Tu es quand même dans une bonne phase. Je pense qu'aujourd'hui, si tu arrives à bien penser à trouver une bonne monnaie d'échange autour de Ben Simmons, tu peux très vite avoir une équipe prétendante au titre. Tu vois, vraiment un Bien sûr. outsider plus. Mais si tu bouges tout, ça fait et trop, que tu vires aujourd'hui ton deuxième meilleur joueur, et que tu amènes quelqu'un d'autre, est-ce que c'est pas risqué aussi de trop bouger cet effectif? On l'a dit au début de ce débat, ils ont trouvé une stabilité aussi, les Sixers. Mais je suis d'accord avec toi, Erwan, parce que déjà, Ben Simmons, si tu te bouges Ben Simmons, c'est-à-dire que tu fais venir un nouveau mec dans le dispositif de Doc Rivers, ce qui est déjà en soi un petit chamboulement quand tu accueilles un Bien nouveau sûr, joueur dans le bien sûr, dispositif. bien sûr. Tu renvoies Tobias Harris, tu accueilles un deuxième mec, ça veut dire que tout le monde doit se réhabituer à jouer avec deux nouveaux mecs, alors que là, l'équipe m'a l'air plutôt stable, comme l'a dit Erwan, et les mecs se connaissent bien. Je trouve que ça ferait beaucoup. Et il y a aussi un aspect dont on parle peu de John Collins, c'est dans le vestiaire. C'est un mec qui est peut-être souvent en conflit à Atlanta. qui fait la gueule. Jean-Gal, il est adorable. C'est pas la Ne situation. soyez pas focus sur John Collins. Passons à autre chose, John Collins. ok, pardon. Passons à autre chose. Non, mais- Moi, je reste sur Tobias Harris et le fait que je crois vraiment que ce n'est pas le bon mec. Ça fait longtemps que je dis que je ne crois pas au duo Ben Simmons et Joel Embiid. Bon, bah, finalement, ça se concrétise comme ça. Je crois aussi que Tobias Harris n'arrivera pas à être une troisième option d'une équipe championne. Dites-nous dans les commentaires, vous, si Philly doit garder Tobias Harris ou si Philly doit mettre Tobias Harris dans le package. On va aller sur les autres propositions de trade. Ouais, parce qu'on rappelle quand même que Daryl Morey a mis Tobias Harris. Parce qu'on l'a pas dit, hein. C'est Daryl Attends, Morey. on est Mais pas en si, train de si, dire que. on l'a dit au début. Ok, C'est Daryl Morey ok. Qui quoi qui pense, en tout cas, mettre Tobias Harris dans le package. Il a- Mais par contre, je comprends pas ce que vous me dites. Vous me dites que Daryl Morey, il veut mettre Tobias Harris dans le package, mais sur le tableau qu'on avait avant, c'est écrit ils veulent pas d'ailier fort. Les Sixers. Oui, mais dans le cas, ils veulent pas d'aller fort contre Ben Simmons. En revanche, dans un deuxième temps, donc,
si Ben Simmons, Tobias Harris est dans un package, bah, évidemment, on peut imaginer Sur du poste qu'il y pour aura, poste, qu'il y aura un élément fort qui va Sur débouler. du Bunyamin avec Ben Simmons, effectivement, tu lâches Tobias Harris, tu es obligé d'aller récupérer un éléphant. On va voir encore une autre rumeur de trade qui, celle-là, n'a pas été démentie. C'est avec les Sacramento Kings. Celle-là, moi, ça fait longtemps qu'elle m'excite. Alors, c'était pas celle-là, mais c'est une des qui est sortie. C'est Ben Simmons avec Tyrese Haliburton et Buddy Hield. Là, on a enfin un meneur de jeu, un bon. Gestionnaire shooter. Gestionnaire shooter. Et un shooter pur. Mais ça, j'ai l'impression qu'ils en ont déjà. C'est beaucoup. Tyrese Haliburton ou Tyler? Tyrese Haliburton. Tyrese Haliburton. Bah ça fait partie des petits kiffs. On rappelle que les Kings voudraient vraiment aller sur Ben Simmons. Il y a une drague depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. Donc c'est pour ça qu'on se projette. On a très souvent parlé ensemble. Moi j'ai toujours dit que De'Aaron Fox ne serait jamais lâché par les Kings. Bon bah plus ça va, plus j'ai tort quoi. Donc on peut imaginer que De'Aaron Fox soit échangé contre Ben Simmons, parce que toi je sais que c'est un truc qui te fait kiffer. Moi depuis le début c'est ce qui m'excite et je trouve que ça serait un gagnant-gagnant incroyable. On va peut-être voir le trade d'ailleurs. Bravo les gars en régie, vous êtes les meilleurs. Donc Ben Simmons avec Danny Green qui irait du côté de Sacramento et De'Aaron Fox et Buddy Hield qui déboulent. Ça veut dire que Moi je trouve que Ben Simmons tout de suite il va rendre ta franchise meilleure. Pour moi ça c'est ce type de joueur là qui très vite par son activité, par ce qu'il fait sur un terrain défensivement et offensivement, par ce qu'il crée, il va rendre cette équipe meilleure là. De l'autre côté tu récupères un meneur de jeu et pour moi c'est la priorité des priorités aux Sixers, c'est de récupérer un meneur de jeu. Tu récupères un shooter qui met dedans en playoff et qui n'a pas peur en playoff, ça fait jamais de mal. Mais récupérer De'Aaron Fox qui est un top meneur, mais qui fait pas partie du gratin, mais qui est quand même à la table juste derrière, ça leur fait. Ils ont besoin d'un meneur un petit peu très fort. Moi, il y a un truc qui me gêne dans ce trade. Très fort. Il y a un truc qui me gêne dans ce trade-là, ça veut dire que tu mets de côté Tyrese Maxey, qui est exceptionnel depuis le début de saison, et tu mets de côté Seth Curry, qui est très bon depuis le début de saison. Bah tu as le droit de faire un choix, t'as raison. Hein. Seth Curry, Korkmaz sont des gars sûrs de l'organisation. Moi, quand je vois Buddy Hield, je pense que pas qu'ils peuvent jouer ensemble, mais qu'en fonction de ce qui se passe, le meilleur joue. Et au bout d'un moment, la concurrence, c'est aussi ça en NBA. Moi, Seth Curry, j'ai toute confiance en lui et il s'entend très bien avec Joel Embiid. Je le vois pas dégringoler dans la hiérarchie. Il est dans le 5 et tout. Je dis pas que Buddy Hield sera dans le 5 majeur. Après, tu mets quand même pas mal de mangeurs de ballon. Est-ce que ça fait pas beaucoup d'avoir du Buddy Hield, du Fox, du Seth Curry, du Tyrese Maxey, du Tobias Harris, du Joel Embiid? Aujourd'hui, dans cette équipe-là, qui n'est pas mangeur de ballon. Mis à part Matisse Thybulle, qui est pas un mangeur de ballon, qui est un besogneux. T'as raison, mais le truc, c'est que le but, c'est d'être champion NBA ou c'est quoi? C'est exactement. Pour moi, d'accord, mais regardez les Bucks. Quelle est l'équipe championne NBA actuelle? C'est les Bucks de Milwaukee. Ouais. Et il y a autant de mangeurs de ballon que ça? Non, mais il y en a. c'est une équipe qui construit différemment. C'est quoi, ils sont 3 à dribbler tout le temps et avoir la balle, non? C'est bien 3, non? Tu veux qu'ils soient combien? C'est pas des mangeurs de ballon, Drew Holiday et Middleton autour de Yannick? Ça fait Drew Holiday moins quand même. Bah ouais, ça fait 3. Là, si tu fais Buddy Hield, De'Aaron Fox, Tobias Harris, Joel Embiid. Tout est une affaire de hiérarchie. Moi, ce que je vois, c'est que tu augmentes énormément ton talent et que tu remplaces un joueur qui ne joue pas par des joueurs qui jouent, qui ont du talent. Donc voilà, moi la seule question par rapport à De'Aaron Fox qu'on peut se poser, c'est que c'est pas un vrai meneur de jeu gestionnaire, il est porté vers le scoring et ainsi de suite. C'est la seule question qu'on peut se poser autour de lui. J'ai l'impression que ce mec-là, il peut quand même, malgré tout endosser ce rôle-là. En tout cas, parmi toute cette frénésie de trade potentiel, il y a Doc Rivers qui a fait une petite déclat qui est intéressante parce qu'évidemment, il est au fait de ce qui se passe. Et lui, il a déclaré qu'on ferait pas n'importe quoi. On parle tout le temps de la construction de l'équipe. On ne va pas accepter n'importe qui en échange. On observe l'équipe, comment elle roule, ce qui correspond au style que je veux jouer avec ce groupe. Ça, c'est pas Pochettino et Leonardo qui auraient fait cette déclat, gros. On prend. C'est clair. Moi, il y a un dernier truc sur lequel je voulais absolument qu'on aille. Dans les chimères, dans les souhaits des Sixers, il y a la chimère James Harden. Ça, c'est un point intéressant. Alors, parce que quelque part, ce qu'ils veulent faire avec Ben Simmons, c'est ce qu'ils veulent libérer du cap space, et ça explique peut-être aussi Tobias Harris. Regarde justement ça. James Harden aurait pu venir aux Sixers contre Ben Simmons il y a quelque temps. Ils l'ont pas fait visiblement. Il y a une fenêtre autour de James Harden. Il faudrait monter un trade pour avoir du cap space cet été parce que James Harden l'année prochaine a un contrat à 47 millions de dollars, mais c'est une player option. Donc on peut imaginer que James Harden sort de son contrat, aille tester le marché. Très peu probable en vrai puisque ça a l'air de bien se passer aux Nets, mais on sait jamais en NBA tout est possible. Donc on monterait ce trade. On parlait des Portland Trail Blazers tout à l'heure. Ils ont plus rien à jouer, ils sont au bout du relax. Et pourquoi pas tenter ce trade? Tu envoies Ben Simmons et Tobias Harris pour libérer les 2 énormes contrats. On l'a pas dit, mais ils sont presque à 80 millions
millions l'année prochaine à 2. Tu récupères Nurkic et Covington qui connaît la maison. Ces 2 joueurs sont en fin de contrat cet été. Tu récupères CJ McCollum. Alors on est toujours dans ce poste de scoreur, mais on aime bien cette idée pour l'associer avec Joel Embiid. Et donc ça te permettrait d'avoir du cap space cet été pour pourquoi pas tenter voilà, James Harden. Donc ça C'est- veut parce que là, donc- tu fais une croix sur le titre. donc ça veut dire voilà, c'est exactement, ça veut dire que tu fais une croix sur la fin Pourquoi de saison. Parce que Parce que CJ pour moi, McCollum, t'es pas champion avec ça. CJ McCollum, c'est même pas quand est-ce qu'il va rejouer avec son pneumothorax. Admettons qu'ils reviennent. Moi, je suis désolé, mais moi, je vois Robert Covington, tu parlais des bouffeurs de ballon. Bah voilà, t'en as un mec, un autre défenseur, shooter. Ok. McCollum est un mec qui peut performer en playoff. Nurkic, tu vas pas jouer. Bon, c'est pas grave, il y a d'autres trades à faire. Ou alors, au pire, tu le mets sur le côté. C'est pas grave. Moi, Pour moi, en faisant ça, j'entends. Pour moi, en faisant ça, tu prépares une éventuelle arrivée d'Arden hypothétique. Et cette année, alors que tu as trouvé une stabilité, tu as un Joel Embiid qui est au top de. Et on ne sait pas avec lui, avec ses blessures, combien de temps ça va durer. Tu fais, pour moi, cette année, une croix sur le titre direct. Est-ce que c'est grave si James Harden arrive? Non. Non, mais c'est hypothétique. Oui, là, bien c'est sûr un que peu ça une pièce en Après, l'air. Bien sûr, c'est le Harden à Philly, il est quand même ultra hypothétique parce que les 3 de Mais Brooklyn. Derrick Morey, par contre, il a ça en tête. Hein. D'accord, c'est une sauf, réalité. sauf que les 3 de Brooklyn, pour l'instant, ça reste du domaine du fantasme. Est-ce que ces 3-là, ils n'ont pas envie Bien d'essayer sûr, à un moment donné bah oui. de faire une saison complète et d'aller au bout Entièrement d'accord avec toi. Ça, on est C'est pour d'accord. ça que ça me paraît compliqué en fait. Moi, je pense vraiment, dans tout ce qui. Alors, maintenant, c'est 2 choses différentes. Un, préparer Harden, pour moi, tu fais une croix sur le titre, ou tu prépares le titre et quelque part, où tu veux jouer le titre, et tu fais une croix sur Harden. Parce que pour moi, si cette année, ils se montent une équipe avec un trade intelligent et qui joue le titre cette année, ils pourront jouer l'année prochaine le titre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est Et pas- bien ça, c'est bien ce que tu dis, ouais, et pas, bravo. et pas mettre deux pas en arrière. Il n'empêche que moi, je reste persuadé qu'il leur faut un putain de meneur de jeu, parce que Joel Embiid est un monstre, il fait une saison de MVP, ça reste un émotif. Et que quand Joel Embiid est émotif en playoff, et on l'a vu un petit peu l'année dernière, il emmène tout le monde avec lui dans son émotion. Et si tu amènes un petit peu un meneur de jeu, le top, ça serait Malcolm Brogdon. Vraiment, bon, Indiana va pas le lâcher, mais ça serait le top. Il y a eu quelques rumeurs qui sont sorties sur un trade potentiel, ça se fera pas. Mais il leur faut ce meneur de jeu qui va un petit peu calmer des fois Embiid quand il est trop dans l'émotion. Et c'est un petit peu le petit bémol qu'a aujourd'hui Embiid. Moi, il leur faut un meneur. Il y a beaucoup de gens aussi qui parlent d'un poste 3 parce qu'ils sont un peu à poil sur le poste 3. Il n'y a que Matisse Thybulle. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et Danny Green qui fait une saison catastrophique. Ouais, Donc, mais après, il y a. Alors, Danny Green, il peut rendre service défensivement toujours. Tu peux l'envoyer en mission. Justement, on va se calquer un peu sur leurs concurrents directs. On va dire les Nets, les Bucks. Chez les Nets, Danny Green, tu peux l'envoyer sur des Bulls. Kyrie Irving ou sur du James Harden. Oui, les boules, si tu veux. Et les Bulls. tu m'as dit quoi? Danny Green, tu peux l'envoyer Tu sur. peux l'envoyer sur Harden, Kyrie Irving ou sur Lavine et de Rosanne. Mais par contre, défendre Antetokounmpo, défendre Durant. Il faut qu'aussi que les Sixers, je pense, doivent se calquer là-dessus. Ouais, bien sûr, mais À part aujourd'hui. Thybulle qui peut défendre sur un poste 3, mais à lui tout seul. Tobias Harris Bah, peut peut-être KD, défendre sur KD. Ouais, il peut. Il n'y a pas grand monde qui peut défendre sur KD Non, dans mais le monde non, mais entier. c'est Thybulle, quand tu défends, c'est pas Oui. Ethan, c'est l'envoyé. C'est Baptiste Thybulle qui est en première ligne pour défendre sur les meilleurs joueurs adverses. Tobias Harris, vous savez ce que j'en pense, il va pas aller arrêter Yanis. Bon, en même temps, personne l'arrête. Mais moi, j'imagine un duel entre Yanis et Embiid. C'est Embiid qui doit aller sur ce type de mec-là. Mais sur des fins de match, si jamais le match est serré, tu peux pas envoyer un bid 30 minutes sur défendre sur Comment on Yanis. fait alors Bah, Vous êtes comment, vous avez 90, ils défendent les uns sur les autres. Au bout d'un moment, mec, le basket, Enfin, ça se joue comme ça, le gros. pace, c'était différent. Ouais, mais le pace, tu parles du pace, c'est une équipe qui joue lentement. Ils sont à 96 de pace. Donc moi, je veux bien l'histoire de pace. Au bout d'un moment, il faut bien que les mecs défendent sur d'autres. Ils vont pas te cacher en bid quand même. Je te dis pas C'est un de des meilleurs cacher, je te dis défenseurs de la pas- je te ligue. dis pas de cacher, je te dis de protéger. C'est pas, Oui, c'est pas le Jim projet, Beverley qui foutait la gueule du jazz en disant Rudy Gobert, il défend jamais sur les meilleurs joueurs. Ouais, bah, Rudy Gobert, Oui, mais bon, Gobert, l'équipe de N3. hein, les mecs. N2 jusqu'à là. N2, N2, c'est vrai. Il va t'arriver des problèmes si tu continues à dire des choses comme ça. Excuse-moi, pardon. On a eu nos avis. Justement, il vante les qualités de Rudy. Je sais. Ah ouais, grave. Non, mais il dit que sans lui, c'est une équipe de N2. On va après. Bref, on s'en fout. On va prendre l'avis, comme de chaque semaine, sur le débat des tweetos. On en a pris 3. Et comme toujours, vous êtes assez partagés sur cette question du. El gato des loco, Sixers. el gato loco. Tiens, Steph, vu que tu aimes bien faire des accents, ou des accents fous, je te le Un tweet de El laisse. Gato Loco 69, c'est un pote à Chalavino, ça, du Lyonnais. Priorité, un meneur niveau All-Star ou proche, fort attaquant et créateur au pick and roll, pick and pop, pour avoir une colonne vertébrale 1-5 forte. Ensuite, des role-players, fort défenseurs si possible, shooter et bon sans ballon notamment. Un stretch fort pour laisser place dans la raquette. Gros, ça fait beaucoup de choses. Hein. Ça fait énormément de choses. Faut la Mais Clignancourt, raison, sachant- à Clignancourt peut-être qu'on peut trouver. Non, mais surtout que là, je te dis, on oublie, moi, dans ce tweet, ce qui me gêne. Pas les suites. Ce qui me gêne un peu dans ce tweet, c'est qu'il oublie qu'il y a une équipe qui carbure pas mal en ce moment. Il Oui, veut un alors. peu trop changer de choses, notre ami. Lui, il veut tout chambouler, le gâteau. Mais écoute, pourquoi pas, et après il y en a comme ça. Chamboule, frère, chamboule. Alors, on peut enchaîner avec un autre.
l'autre c'est Bob Zakat. On parle beaucoup d'un meneur, mais je pense qu'ils doivent surtout se renforcer au poste 3. C'est aussi une théorie qui est beaucoup dans la presse américaine. Tibul et Korkmaz, c'est trop léger. Ouais, Korkmaz, ouais, en poste 3, je te confirme, c'est trop léger, même en N3. Comme tout leur jeu offensif tourne autour d'un bid, ça me semble moins urgent d'avoir un pur meneur gestionnaire. Moi, je reste persuadé qu'aujourd'hui, ça marche sans meneur en saison régulière. Aujourd'hui, avec un mec comme Embiid, tu dois te dire, quand tu dois jouer le titre, il te faut à un moment donné un tonton qui va dire calme-toi, Jojo. Jojo, tu te calmes, parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne pour lui dire. Ce ne sera pas Danny Schroeder pour dire à Jojo calme-toi. Ce ne sera pas Dennis Schroeder, non. Ça me semble moins urgent d'avoir un pur meneur gestionnaire. En tout cas, sur le truc du poste 3, il y a un transfert fou qui enverrait, je vous le fais simple, mais D'Aaron Fox à Boston, Ben Simmons à Sacramento, Jaylen Brown à Philly. Dans un gros blockbuster trade. Voilà. Blockbuster. Je reste persuadé que Boston ne lâchera jamais Tatum ou Brown avant moins de 2 ans. Voilà, on a, je crois, un dernier tweet. Ah, c'est Bernard Mendy. Non, c'est Bernard Bendy. Bernard Bendy, bravo, excellent, tu nous as régalé. Ouais, bravo. Il faut associer un bid avec un arrière qui peut driver, créer et tirer à très très haut niveau. Aucun joueur de l'effectif ne doit être intouchable s'il faut chercher un joueur de la trempe de Lillard ou Bill, par exemple. C'est vrai qu'on l'a pas dit ça. Ça, c'est un vrai choix. Et pourquoi pas Lillard qui est au bout du relax? Pourquoi pas Bill? Mais il y avait des choses avec Lillard, honnêtement. Il y a peut-être un coup à faire aussi quand on voit que les Portland Trailblazers sont au bout du rouleau Mais et en ce serait fin de bien. cycle avec Damien Lillard, justement. Avec Matisse Tiboul et Bill. Bon, non, c'est pas ta meilleure. C'est pas ta meilleure. Ouais, mais Tom a l'air d'un Ah peu. oui, ouais, je me dis, qu'est-ce qu'il raconte encore, putain? Mathis Très bon Tiboul. pendant le Covid, Matisse Tiboul. Oui. Tiboul sanitaire. Oh non, mais non. Voilà, on a fait le tour sur ce débat. On va s'arrêter sur ça. Pour le coup, elle est très bonne. Hein. merci. Pour le coup, elle est très bonne. Fantastique. On va aller sur un focus sur un joueur, pour le coup, qui ferait énormément de bien aux 76ers sur un poste de meneur. C'est l'ancien numéro de Richie draft. Cunningham. Non, Cade Cunningham. Richie Cunningham, c'est dans Happy Days. Exactement. Ou Flipper Oh, avec Happy Days. Fonzie. Mais là, c'est un autre joueur. C'est le Richie meneur. Cunningham, c'est qui? Ron Howard, excellent Ron Howard, réalisateur de excellent film. réalisateur, bravo. Ouais, Toujours un peu de important. culture générale. Ah, Comme la allez, confiture. Laurent Veil, Laurent Comme la Veil. confiture, au moins on en a, au plus on l'étale. Allez, tout de suite un focus sur Cade Cunningham. Il a été le numéro 1 facile, attendu de la dernière draft. Il a eu un début de saison un petit peu compliqué. Il avait arrêté les 4 matchs avec une blessure au pied. Il me semble qu'Cade Cunningham a connu un début de saison pas simple, mais on a l'impression que depuis quelques semaines, Thomas, ça va beaucoup mieux et on découvre enfin complètement ce joueur pour ceux qui ne suivaient pas à la fac. Alors ça se traduit pas vraiment dans les stats quand on voit Je ça. sais que tu avais fait un AVC sur Ouais, ton moi début aussi, de phrase. j'ai eu le truc et ça se voit pas parce que je suis derrière un tableau. Ça T'imagines m'arrange. comme ça, là 16 points avec des pourcentages Cata. vraiment pas ouf pour être sympa. Mais ce qui est important pour Cade Cunningham, c'est de sentir ce qu'il pourra apporter à terme. Parce que oui, c'est un numéro 1 de draft et on a toujours beaucoup d'attentes autour de ce joueur-là. Il n'empêche qu'il est arrivé blessé, il a eu du mal à s'adapter, il a une équipe en carton. Et quand tu as une équipe en carton, c'est difficile. Vas-y, pénètre, fais kick à un mec. Si il est à 0 sur 10, ce mec-là, eh bien, tu auras 0 passe décisive et tu vas pas gagner un match. Pourquoi me tu me paraît regardes quand évident. tu dis ça C'est vrai, excuse-moi. C'est D'abord, moi j'ai regardé les stats, je dis non, il faut pas 0-10. Ouais, non plus. Donc voilà, il y a du mieux. Il y a du mieux. Il y avait des doutes sur ses premiers matchs, sur son adresse extérieure. Il a beaucoup tiré, beaucoup vendangé, a eu des pourcentages dramatiques. C'est légèrement en train de remonter. Et puis il y a eu cette fin de match là, il y a quelques jours, où il fait gagner son équipe Face à Utah. face à Utah, absolument. Avant d'enchaîner un beau match caca contre Chicago. Mais c'est important les fameux flashs. Oui, On oui. voit comme ça sur un carton, sur un match, ce qu'il va être capable d'apporter prochainement. C'est quelqu'un sur qui je pense que tu peux construire et qui son niveau va monter. Maintenant, moi j'ai beaucoup de mal à juger un garçon comme ça, premier de la draft, dans une équipe aussi catastrophique. Est-ce que ces 16 points, 6 rebonds, 6 passes, ça vaut vraiment quelque chose dans une équipe qui a gagné 9 matchs? Et j'ai du mal à quantifier vraiment la qualité de ce joueur-là dans une équipe qui est catastrophique. Maintenant, il a fait des matchs monstrueux, donc il y a vraiment une qualité de joueur. Ses pourcentages sont cata parce qu'il y a aussi une sélection de tirs qui est pas bonne. Et il est aussi parfois seul au monde dans cette équipe-là. Quand Grant n'est pas là, il a souvent été blessé. Il a tous les ballons, donc il a des prises de position de tir qui normalement tu ne vas jamais les prendre, mais bon, vu qu'il est tout seul, il les prend. Donc c'est pour ça que son 39% est quand même faible. Mais tu vois qu'il y a des flashs qui te fait dire que ce gars-là, il est quand même particulier. Je ne sais pas s'il sera élu rookie de l'année. Moi, j'ai plus de tendresse aujourd'hui pour un Ivan Mobley qui joue dans une équipe des Cavs qui gagne des matchs. J'ai plus de tendresse pour un Scotty Barnes qui joue à Toronto qui gagne des matchs. Franz Wagner même, hein, Franz faut dire. Wagner, même si Orlando, c'est Ouais, pas énormément. pas pour gagner des matchs, je veux dire. Il met des cartons. Donc Pas pour gagner Cade des matchs, je veux Cunningham, dire.
Aucun doute là-dessus, ce sera un très bon joueur, mais pour l'instant, j'ai vraiment du mal à trouver quelque chose de positif dans cette saison catastrophique. En fait. Moi, il y a un truc que je trouve positif avec lui, c'est qu'il a un profil un petit peu atypique dans les meneurs actuels en NBA. C'est un meneur de grande taille. Ouais. À part la Melo Ball, il n'y en a pas 40 comme ça qui me sautent, au visage. Il y a Luka Doncic. Mais Parce qu'on en oublie. Hein. et je trouve que, oui, c'est possible. Dites-nous d'ailleurs dans les commentaires si on en oublie. Moi, je trouve que le positif dans lui, c'est qu'il a une justesse. Il sent le jeu. Tu vois ce que je veux dire? Il ne vit pas que sur une vitesse, sur de l'adresse, sur des qualités athlétiques incroyables. Moi, il me plaît aussi parce que je trouve qu'il joue juste. Sur pick and roll, il arrive. La fin de match face à Utah, alors c'était son meilleur match en carrière, mais je trouve que, oui, il est adroit, mais il est d'une justesse que pour des mecs de son âge, on ne trouve pas tout le temps, à part chez la Melo Ball. Mais moi j'aime bien parfois ces changements de rythme sur les pick and roll. Quand le défenseur vient, il ralentit un peu et après il réattaque pour surprendre la défense, pour les finir au cercle. Il a des flashs comme ça, même sur des lectures de passes. Alors, parfois il en met en tribune, parfois il en met pas au bon endroit, mais ça va venir avec l'expérience. Il est basket, même s'il a fait, tu parlais tout à l'heure de Memphis où les mecs font le cursus de 4 ans, lui il a fait qu'un an à Oklahoma State. Ouais. Il fait qu'une saison, mais tu sens quand même qu'il y a des flashs de basketteurs, de cerveau connecté, qu'il y a des bonnes lectures défensives, donc il a des séquences où il pour la pèse. suite. Oui. Tu sens que sur des séquences, il pèse vraiment. Tu vois, contre Utah, alors certes, Rudy Gobert n'est pas là, mais c'est une équipe d'Utah où en fait, t'as Mike Conley, t'as Donovan Mitchell, t'as Bogdanovic. Le gars, il est là, et tu sens que quand il prend le match en main, il pèse sur la rencontre. Et ça, c'est pareil, c'est un échantillon très court. Mais je trouve que c'est très encourageant pour la suite. Tu as l'impression qu'il est capable sur des séquences de peser même face à des meilleures équipes NBA. Et le dernier truc, c'est que dans ce qu'il dégage, tu sens que c'est un papa et que ça va l'être. Il va compter dans cette NBA parce que défensivement, il est au niveau. Et il va avoir un impact réel sur son équipe. Et dans le leadership, il y a tout ce qu'il faut. Vous parlez des lectures de jeu et de son QI basket, vous avez raison. Mais dans ce qu'il dégage, je pense que dans 2 ans, si je prends large, ça va être une équipe correcte, s'il drafte bien prochainement ou s'il recrute bien. Et que ce mec-là sera au centre du projet et que ce sera le leader naturel du groupe. Et ça, c'est important quand même quand tu recrutes des jeunes joueurs. Il faut voir un peu ce qu'il dégage par rapport aux autres. Moi, je suis vachement positif par rapport à tout ça. Après, le basket, c'est pas de l'athlé, hein, donc il va falloir aussi l'entourer. L'entourer, bien sûr. Falloir l'entourer. Qui se solidifie un petit peu Oui, peut-être. mais ça, ils ont le temps. Moi, ça, c'est jamais le truc le plus pressé pour moi. Moi, les mecs bodybuildés, les mecs qui se bodybuildent à 20 ans. Mais ça doit faire aussi partie du processus. Ah, bien sûr, bien sûr. Je suis pas inquiet pour lui. Dernière question, vous pensez qu'avec sa première partie de saison un petit peu ratée, ou un petit peu difficile, on va dire, est-ce qu'il peut dire déjà au revoir au titre de rookie de l'année? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je pense que c'est un match à 3 avec Mobley, et même si Mobley a une hype phénoménale avec les résultats. Est-ce que les résultats comptent vraiment dans le titre de rookie de l'année? Je suis pas sûr. Non. Je suis pas sûr, parce que dans ces cas-là, Evan Mobley, je pense qu'il n'y a pas photo. Scotty Barnes, Evan Mobley ou Kate Cunningham. Maintenant, Kate Cunningham est parfois monté très haut sur des grosses perfs marquantes. Evan Mobley, on est sur du 14, 18 points, 10 rebonds. Franz Wagner part d'un peu trop loin. Josh Giddey a été élu joueur de. Josh Giddey. Enfin, tu vois, Josh Giddey, un autre mec que j'ai du mal à juger dans le marasme de Casey. Ça fait pourtant, des triples doubles, ça fait des choses. Joueur, ouais, mais j'ai envie de le voir dans... Il ferait du bien aux Sixers, hein, d'ailleurs, en parlant de ça. Ouais, c'est clair. pour les Guilly. Bravo, quel phénomène, frère. Ce qui est sûr, c'est qu'on est qu'à la moitié pile de la saison et qu'une deuxième moitié où il est très bon, ça peut lui offrir le titre du rookie de l'année. Donc il n'y a pas besoin de le condamner. On se rappelle quand même l'année dernière, Lamelo était largement devant. Quand il se pète, on était tous sûrs que ça allait être Anthony Edwards. Finalement, c'était Lamelo. Donc tout va très vite. Et il y a un dernier truc que je voulais vous dire, c'est la hype par rapport aux autres jeunes joueurs. Il y a un sondage qui est sorti où tous les joueurs un peu mis comme ça pêle-mêle ont été cités et il est sorti 10e de ce classement. Tom va nous montrer les autres joueurs. Alors il est en très très bonne compagnie, hein. Luka est premier. Donc pour vous montrer un peu le type de joueur qu'il y a, Ja Morant est deuxième, Jason Tatum et ainsi de suite. Il n'y a pas Zion Williamson. Il n'y a pas les Browns à 37 ans Pour les 10 prochaines années. Mais Kate Cunningham en tout cas est 10e. Donc pour l'instant la hype n'est pas très très forte autour de lui, même s'il est en compagnie de joueurs plus confirmés. Evan Mobley 4e. Ouais, après c'est tout. Moi je pense toujours que je rejoins Steph là-dessus, équipe kata pour l'instant. Mais ce qui est l'énorme avantage de Kate Cunningham, c'est qu'il peut que progresser avec cette équipe. Tu vas me dire, qu'est-ce que tu as aujourd'hui avec les Français? Kate Cunningham, il a un Détroit, il a beaucoup de responsabilités. On le voit faire des matchs à 25, à 29 contre Utah. Kylian Hayes, mec, il est dans une équipe qui est catastrophique. Il a des minutes. Gros, il n'a pas encore fait un match à 20, à 25. Ah, il performe pas. T'as raison. C'est difficile pour Kylian là, parce qu'on est. Alors on est loin d'histoire de flops, sa deuxième année, c'est long, mais ce début de carrière NBA avec les promesses qu'on avait vues à les qualités d'attaque, moi c'est surtout ça. Dans une équipe comme ça, gros, s'il n'y a pas moyen de temps en temps de sortir un petit match à 18, 20. Ouais, Comment? C'est pas d'accord? Ah si, complètement.
je te rejoins là-dessus. Si dans des équipes comme ça, quand tu es un attaquant naturel en plus qu'il est, lui, quand il est drafté, Kylian Hayes, au sorti de une, comme tu dis, sa qualité première, c'est le sens du panier. On parle de James Harden et tout. On est sur un attaquant. On est sur un attaquant qui, en c'est 2 vrai. saisons, dans une équipe qui gagne pas de match. Et pourtant, à côté de lui, il y a des mecs qui arrivent à faire des perfs à 15 ou 20 points. Sadik Bey, il envoie des 30. Alors, c'est pas du tout le même registre, mais il a fait des matchs à 30. Écoute, on espère que ça arrivera vite, en tout cas, pour notre ami Kylian Hayes. Tu m'as régalé avec ta blague tout à l'heure, je tiens à te le dire. Hein. Lisa Guidi. Bravo. Ouais, Lisa, pour les Guidi, vraiment. J'espère que tu seras aussi inspiré sur le quiz, parce que, messieurs, c'est l'heure du quiz. Et PJ Brown, et pas PJ Tucker, on espère qu'on sera meilleur. C'est le quiz de Tom Serravino. Allez, qui dit fin d'émission, dit quiz. Et aujourd'hui, ouais, je fais souvent ça. Aujourd'hui, je suis très impatient parce que j'ai un nouveau jeu que j'ai Brand testé new. sur Jérémy. Et on a beaucoup rigolé. En régie, j'espère que vous allez être bons. Donc, Qu'est-ce qui est mieux qu'un bon jeu? Un nouveau jeu. un jeu bien baveux. Bon, on est parti. Donc, il y a le nouveau jeu, un petit G déjà. Et évidemment, le qui suis-je. On va commencer avec le nouveau jeu. Je vous explique. J'ai grossi des visages de joueurs, d'accord? Donc on voit que leur nez ou leur Non, bouche. non, non. Attends, C'est comme s'il avait mangé énormément et qu'il est devenu obèse. Ah ouais, c'est incroyable. Et il va devenir de plus en plus maigre, d'accord? Vous avez le droit qu'il y ait un nom. On balance pas des noms n'importe D'accord, comment. Et merci. c'est le premier qui le trouve. Mais là, il y a du montage technique. Il y a du montage, ouais. C'est pour ça que l'émission est pas ouf. On commence. On dirait les fesses dans la boîte. C'est parti. James Harden. Non. Chut, vous t'es alors. C'est à moi. Stop. Stephen Curry. Stephen Curry. C'est incroyable. Génial. Attends, c'est incroyable. exceptionnel. Ah ouais. Allez, on va C'est très enchaîner. stressant par contre. Dites pas le premier trop vite, ça sert à rien. Non, ça c'est le même. Ça sert à rien. Non, c'est pas le même. Ils se ressemblent toujours au début. C'est Kimbo Slice, le. Il est très compliqué celui-là. C'est Shug Knight. Tout level Fournier. Je savais qu'il allait régaler. Evan Fournier, il était incroyable. Il est catastrophique, lui. Il est parti. Joue. C'est qui? James Harden. Non, Kevin Durant. Kevin Durant. Je vais mourir. Arrête. Allez, il en reste 3. Lucas Doncic. Non. Dirk. Dirk Nowitzki. Incroyable. Il m'a donné chaud ce con. Ah ouais. Allez, plus que... Wow. Là, bah, hein. Precious, le film. Mais non. Il est compliqué, lui. C'est la Stevenson, ça, non? Ah non, c'est. Jamoran. Ouais, bravo. Allez, un dernier. Oh, fantastique. Le dernier, c'est... C'est mon préféré, le dernier. Oh, c'est pas bien. Ah, petite bouche, petit visage. Oh putain. C'est qui? C'est quoi ça? On dirait un Américain du fin fond de. C'est qui? C'est qui? Je sais pas C'est qui un c'est, quoi. coach. C'est Dirk. C'est toi. Le fermier américain. C'est bon. Il faut consulter, monsieur, faut consulter. là. Oh là là. Faut arrêter. Faut Il va s'envoler, le gars. faut mettre un anneau graphique en fer forgé. Oh putain. Bon, compliqué d'enchaîner. J'avais pas envie de faire le déjà. Je vais direct aller au qui suis-je. Ça vous dit? Ouais, vas-y. On va On va où direct tu aller veux, au qui gros. suis-je. Allez. Comment t'as eu cette idée? Mais comment tu fais ça d'ailleurs, gros? Hein? Comment tu fais ça? Et bah, il y a une application qui s'appelle FaceApp, je sais pas quoi. Ouais. Elle te fait grossir un visage. Normalement, ça D'accord. marche qu'une fois, mais après, tu prends le visage, Et ainsi de suite. grossier, tu le T'enregistres refais l'image, grossir, ah, ok. et après, tu fais un montage. Bravo. Ouais, Bravo. C'était magnifique. Bravo. Allez, on enchaîne avec le qui suis-je, un peu de sérieux. 400 € par mois, bien mérité. Je suis né le 30 juillet 1979. J'ai donc 42 ans aujourd'hui et je ne joue plus au basket depuis 2018, mais surtout plus en NBA depuis 2011. J'ai fait mes années universitaires en Floride.
où j'y resterai 4 saisons, de 97 à 2001. Très vite, mes qualités à la main se font ressentir. Lors de ma saison senior, j'inscris 21 points et 4 passes. Derrière, je décide plein d'espoir de me présenter à la draft 2001, mais mon nom ne sera jamais appelé. Oh. Pourtant, je rejoindrai bien la Grande Ligue lors de la saison 2001-2002 avec les Raptors. Je débute donc ma carrière aux côtés de Vince Carter, Del Curry ou même Hakeem Olajuwon qui venait de terminer sa carrière dans le froid du Canada. Pas mal pour débuter. De mon côté, je suis loin d'être titulaire, mais je saisis la chance qu'on me donne, 10 minutes en moyenne sur les parquets. Non. J'inscris 3 points et 2 passes en 37 matchs de saison régulière. Je ne terminerai pas la saison avec Toronto puisque je serai libéré de mon contrat, mais l'aventure ne s'arrêtera pas ici. D'ailleurs, elle est qu'au tout début d'un long voyage dans les États-Unis. Après Toronto, je pars donc à l'opposé chez les Nuggets, dans le Colorado, pour terminer la saison en jouant 20 matchs. Là-bas, je jouerai notamment avec le Français Abdul Wahad. Mon jeu plaît. Je suis un Son gars... prénom Abdoul. C'est clair. Oui. T'as ton prénom, moi Tariq, merci. Ouais. T'es dur, Erwan. Mon jeu plaît. Je suis un gars qui peut tenir la balle, imposer un rythme, mais je suis encore un peu trop timide pour rentrer dans le 5. En 2002-2003, après Toronto et Denver, je pars à Utah, où je vais enfin trouver un peu de stabilité J'allais dire Robert Pack, mais c'est pas dans ça. ma jeune carrière, parce que je m'y installe pour presque 3 saisons. Si la première Eric saison... Minor. Non, si la première saison, Utah, je en ne suis toujours 2001, pas oh. titulaire, Et la majeur, saison suivante est maintenant. celle de l'explosion. Je rentre dans le 5 lors de chaque match de la saison pour plus de 12 points et 5 passes de moyenne. Je suis l'héritier de John Stockton qui prendra sa retraite à la fin de la saison. What? Dans cette équipe du Jazz très européenne avec Raúl Lopez, Kirilenko ou encore Mehmet Okur, on terminera 7e de la conférence Ouest, éliminé au premier tour par les Kings. Alors je repars pour une nouvelle saison dans le 5. Puis je suis échangé en janvier 2005 du côté des Pistons. Oh je- putain. En 2005. Ouais. Si je ne suis pas dans le 5, j'ai au moins cette chance de rejoindre une équipe championne au titre et de jouer mes premières finales NBA face aux Spurs. Hunter. Non, je ne jouerai pas plus de 6 minutes lors des finales et on perdra au thème d'une série folle en 7 matchs, mais ça restera l'une de mes plus grandes expériences de ma carrière. Attends, c'est Ma qui réputation NBA est faite. Je suis un solide meneur, fiable. En 2005-2006, après Toronto, Denver, Utah et Détroit, je débarque au Magic pour 3 saisons. Chris John. Non. Je ne serai jamais dans le 5, mais je vais grandement participer aux 2 qualifications en play-off de mon équipe, mais pas d'exploit derrière. En août 2008, j'ai 29 ans et j'hésite entre rester en NBA ou continuer l'aventure pour partir en Europe, qui me fait du pied depuis plusieurs années. Je décide de tenter l'aventure outre-Atlantique et de partir en Israël, du côté du Maccabi Tel Aviv. Pas de titre... J'arrive par- un petit meneur, Will Bynum. Non. Pas de titre européen avec le Maccabi car le Real et le Barça sont trop forts devant, mais dans notre championnat domestique, je vais briller. MVP des finales du championnat et meilleur passeur. Jérémy Pargo. Je remporte le championnat avec le C'est pas Maccabi. Jérémy. C'est Pargo, c'est l'autre. Pargo Non, c'est c'est l'autre, c'est l'autre, c'est pas Pargo, c'est. Je- C'est pas Pargo. C'est Pargo aussi. Non. Si, c'est Pargo, c'est lui ou pas pas mon prénom. Non, c'est pas par où. Ah, pardon. Je remporte le championnat avec le Maccabi, avec notamment un certain Omri Caspi. Après cette saison magnifique, je retente ma chance en NBA, je reviens en Floride lors de la saison 2009-2010, mais cette fois du côté du Heat, à Miami, aux côtés de D-Wade la première saison, et en attendant l'arrivée du fameux Big Three, je me fais ma place au Heat en jouant 35 matchs dans le 5. Attends, c'est qui ça? La saison d'après, LeBron arrive, mais moi je serai échangé avant la fin de là là. saison du côté de Boston. Je termine la saison là-bas, je termine en même temps ma carrière NBA, le reste se passera en Europe. Oh, je sais, je crois savoir, c'est. Oh là là, c'est notre. Ah, je vais pas vous le dire. Je vais vais pas vous le dire. entamer une tournée turque du côté du Beşiktaş, puis Galatasaray, puis une tournée espagnole avec notamment une pige du côté Oh du la vache, Barça. j'arrive pas, Enfin, plusieurs. C'est terrible. Avec mon équipe nationale, Porto Rico. Mais oui La- Carlos Arroyo. C'est moi. Gros, c'est lui qui Carlos est dans Arroyo. putain, mais c'est terrible. Carlos Arroyo. Arroyo, putain. Eh Ah, oui. mais on est champion avec Arroyo. Je veux le champion Arroyo, avec je avec dis pas. Détroit, j'oublie. Non, il n'est pas champion. Putain, ouais, Il Non, fait il- finale il avec fait Détroit. finale avec Détroit. Mais Ah, je m'en oui, souviens mais tellement oui, pas. Carlos Arroyo. Carlos Arroyo. Et même au Maccabi, je m'en souviens pas. Mais si, ça y est, maintenant, Après, Maccabi, oui, je l'ai, gros. Carlos Arroyo. Bravo, Erwan, Porto bravo. Rico, tu te rappelles, ils avaient fait les Mais têtes bien contre sûr, les oui. avec Team USA, gros, C'est ils ça, étaient chauds. ils Il avaient avait des battu. communes lourdes. Ils ont tapé au championnat Indianapolis. Ah, Porto Rico, premier Ah, match. c'est possible, ouais. Ouais, Ah, il étape. Super, Carlos Carlos Arroyo, depuis Arroyo. tout à l'heure, je le trouve, je l'ai, j'ai que lui en tête. Ah ouais, je Arroyo, pensais par qu'avec le Maccabi, vous Non, alliez mais même l'avoir. au jazz, par contre, Carlos Arroyo, Ah, au jazz. jazz, je suis ouais, merde. grave. Au jazz, bon. J'ai que lui en tête. Bravo en tout cas, super question, tu nous as Bravo, régalé. bravo, merci. Ton meilleur quiz de l'année, bravo. toi. Ouais. Putain, les gros là, les gros, faut pas que t'hésites à le refaire. On a fait perdre Steph par contre. L'autre il est tombé par terre quand même. Hein. Il lui a mis un cross. Merci les amis, on se retrouve. Voilà, je vais me mettre là. Mais merci les amis, on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau First du Show avec un invité. On vous dit pas qui, mais ça va être très 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 sympa. On se retrouve sinon lundi pour l'antenne libre. Pour la libre antenne, c'est mieux, on aura encore plein de sujets. Vous allez pouvoir nous appeler. On dit bienvenue, donnez de la force à Maxime qui nous a rejoint cette semaine dans l'équipe First Team. Allez, il est un petit peu jeune, il va faire le CM sur MCS Basket by First Team. On a besoin de lui donner de la force. Merci à tous de nous suivre. Ciao ciao l'équipe. À la semaine prochaine.